Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on poursuit avec la programmation orientée objet. Et pour cette vidéo, on va repartir d'une classe user assez similaire à la classe que l'on avait créée dans la vidéo précédente. Alors d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite d'abord à regarder cette vidéo. Je vous mettrai le lien ici en haut à droite. Et même si les concepts que l'on va voir ici ne sont pas directement liés à ce que l'on avait fait dans la vidéo précédente, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre ce que l'on va faire ici. Toujours est-il qu'on a une classe user avec une méthode init, on vient passer deux paramètres, username et email, et à l'intérieur de la méthode init, on vient créer des attributs username, email, isActive et permissions. Et on a également une méthode logout qui vient simplement changer la valeur de l'attribut isActive pour le passer à false. Et ensuite, on vient instancier notre classe en créant trois objets. Et pour démarrer cette vidéo, on va d'abord voir la distinction entre les variables d'instance et les variables de classe. Alors jusqu'ici, on a vu ce qu'étaient les variables d'instance. En définitive, c'est la même chose que les attributs. Donc lorsque on vient créer username, email, isActive et permissions, en définitive, ce que l'on crée, ce sont des variables d'instance. Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est simplement parce que ces variables sont en relation directe avec des instances de la classe. Chaque utilisateur va avoir son nom d'utilisateur, sa propre valeur pour l'email, sa propre valeur également pour isActive, et également sa propre valeur pour permissions. Mais il est également possible de créer des variables de classe. Et ces variables, elles vont être reliées directement à la classe user en tant que telle et non pas aux instances de cette classe. Alors par exemple, on pourrait créer une variable total users qui va nous permettre de compter le nombre d'utilisateurs que l'on aura créé avec notre classe user. On va initialiser la valeur à 0 et ensuite, simplement, au niveau du constructeur, à chaque fois qu'on va instancier un nouvel objet, on va venir incrémenter la valeur de total users. Alors comme on agit directement sur la classe user et non pas sur les instances de la classe, ici au lieu d'utiliser self, on utilise directement user. Et on vient chercher notre variable de classe et on va incrémenter sa valeur comme ceci. Et donc si on revient tout en bas du script et qu'on essaye d'afficher la valeur de la variable de classe, on obtient bien 3 puisque on a créé 3 objets user. De la même manière, on va pouvoir également créer des méthodes de classe. Jusqu'alors, on a vu des méthodes d'instance. C'est le cas de la méthode logout qui agit bien directement sur une instance de la classe. Ici, en l'occurrence, la méthode logout prend l'instance de la classe et elle va modifier la valeur de son attribut isActive. Mais on peut également créer des méthodes qui vont être en lien direct avec la classe user tout entière. Alors pour ça, il suffit simplement de rajouter un décorateur, classe méthode, et ensuite on vient créer une fonction. Dans notre exemple, on va créer une fonction qui va permettre de récupérer des statistiques sur la classe. Et en paramètre, au lieu d'utiliser self comme dans les méthodes d'instance, puisque on va avoir affaire à une méthode qui va agir sur toute la classe, on peut plutôt renseigner CLS pour classe, puisque on va agir directement sur toute la classe. Alors pour cet exemple, on va juste rajouter une autre variable de classe, pour faire également le décompte des utilisateurs actifs. Ici au niveau du constructeur, on vient créer un attribut isActive et par défaut il est fixé à true.
Donc ça veut dire que par défaut, les utilisateurs sont actifs, et donc on peut également incrémenter la valeur de active users. Par contre, lorsque on vient déconnecter un utilisateur, eh bien on va venir décrémenter la valeur de active users. Et on va se servir de ces deux variables de classe dans notre méthode de classe. Ici, simplement, on va retourner une chaîne de caractères. On va d'abord afficher le nombre total d'utilisateurs. On peut se référer à la classe en utilisant le paramètre CLS. Ensuite, on va venir afficher le nombre d'utilisateurs actifs. Pour ça, on vient utiliser notre deuxième variable de classe. Et enfin, on va venir afficher les utilisateurs inactifs. Et pour ça, on va faire un petit calcul. On va soustraire le nombre total d'utilisateurs avec le nombre d'utilisateurs actifs. Et si on revient en bas du script, on va venir déconnecter un utilisateur en utilisant la méthode logout. Donc pour cet utilisateur, on a isActive qui passe à false et on vient décrémenter le nombre d'utilisateurs actifs. Et donc si par la suite on vient utiliser notre méthode de classe getStats, on exécute le script et on obtient bien nos statistiques par rapport à notre classe user avec le nombre total d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs actifs et le nombre d'utilisateurs inactifs. Voilà pour la distinction entre les méthodes de classe et les méthodes d'instance. Alors on pourrait montrer un autre exemple. On va venir créer une nouvelle variable de classe qui va nous permettre de rajouter au fur et à mesure les utilisateurs qui sont créés par notre classe user dans une liste. Et donc toujours au niveau du constructeur, à chaque fois qu'on va venir créer un nouvel objet, on va prendre notre liste et à chaque fois on va venir rajouter le nouvel objet qui a été créé dans la liste. Et ensuite, par exemple, eh bien on pourrait créer une autre méthode de classe et on va créer une méthode qui va permettre de faire un reset des permissions pour tous les utilisateurs. Ici, en paramètre, on a toujours la classe. Et simplement, ce que l'on va faire, c'est venir boucler sur les utilisateurs qui sont dans la liste. Et on va faire un reset des permissions pour chaque utilisateur. On va remettre simplement view. Alors on va s'assurer que tout ça fonctionne correctement. On va d'abord changer les permissions pour nos différents utilisateurs. On va mettre view, add, edit, et on va faire ça pour les 3 utilisateurs. Et ensuite, on va juste, pour l'instant, afficher les permissions. Donc à ce stade, on a bien réussi à modifier les permissions pour nos 3 utilisateurs. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre méthode de classe pour faire un reset des permissions. Et à nouveau, on va venir afficher les permissions pour s'assurer que le reset a bien fonctionné. Et on obtient bien view pour tous les utilisateurs. Le reset a bien fonctionné. Alors, autre chose que l'on pourrait faire avec les méthodes de classe, c'est les utiliser pour créer des constructeurs alternatifs. Ici, on a notre constructeur principal, init, et en paramètre, on vient passer le nom d'utilisateur et l'email. Mais on pourrait imaginer des constructeurs alternatifs
pour créer des utilisateurs, par exemple, à partir d'un dictionnaire. Alors, on va créer une méthode de classe qui va permettre de créer des objets user à partir d'un dictionnaire. Ici, en premier paramètre, on a toujours la classe, et en deuxième paramètre, on va passer un dictionnaire. Et ici, simplement, on va retourner un nouvel utilisateur, on va venir instancier l'utilisateur avec la classe, et pour le nom d'utilisateur et l'email, eh bien, on va venir aller chercher les valeurs à partir du dictionnaire qui a été passé en paramètre. Et comme ça, on va pouvoir maintenant créer des objets user à partir de dictionnaires. On va se mettre ici, on va créer un dictionnaire pour représenter un utilisateur. On va mettre une clé username avec une valeur et on va créer une clé email comme ceci. Et maintenant, on peut utiliser notre méthode de classe from dict et ici, on peut passer un dictionnaire. Et normalement, comme ça, on va pouvoir créer un nouvel utilisateur. Et pour s'assurer que l'utilisateur a bien été créé, on va afficher son nom d'utilisateur. On exécute le script et on voit que ça fonctionne. On pourrait donner un deuxième exemple. On va créer un autre constructeur alternatif en utilisant toujours une méthode de classe. Cette fois-ci, on va pouvoir créer des utilisateurs à partir d'une chaîne de caractères. Donc en deuxième paramètre, on vient passer une chaîne de caractères. Et ici, simplement, ce que l'on va faire, c'est que on va découper notre chaîne de caractères au niveau de la virgule, par exemple. Et comme ça, on va récupérer le nom d'utilisateur et l'email. Et ensuite, on va retourner une instance de la classe. Et on vient passer ici le nom d'utilisateur et l'email. Et comme ça, maintenant, on peut créer également des utilisateurs à partir d'une chaîne de caractères. On vient créer une chaîne de caractères, on rajoute bien une virgule avec un espace pour que ça corresponde avec notre découpage que l'on a mis ici. Et normalement, on devrait pouvoir créer un nouvel utilisateur en utilisant notre constructeur alternatif. Et pour s'assurer que tout fonctionne correctement, on va venir afficher le nom d'utilisateur. On exécute le script et ça fonctionne. Ensuite, autre concept important qui va ressembler d'une certaine manière aux méthodes de classe, ce sont les méthodes statiques. Alors pour ça, on utilise à nouveau un décorateur, static méthode, et on vient créer une méthode. Cette fois-ci, on va créer une méthode pour valider les emails. Alors la grande différence entre les méthodes de classe et les méthodes statiques, c'est que les méthodes statiques vont avoir un lien avec la classe, mais elles ne vont pas utiliser la classe en tant que telle, et elles ne vont pas non plus utiliser les instances de la classe. Ce sont des méthodes utilitaires, on va dire, qui pourraient très bien exister dans l'absolu en dehors de la classe, mais comme elles ont un lien avec la logique de notre classe, on vient les mettre directement dans la classe. Donc ce sont des méthodes utilitaires, mais on n'utilise pas la classe en tant que telle, ni les instances de la classe. Donc ici en paramètre, on ne va pas utiliser ni CLS ni self. Et par contre ici on va simplement passer un email. Donc comme une fonction entre guillemets normale que l'on pourrait utiliser en dehors de la classe, mais comme elle a un lien logique avec notre classe, eh bien on vient la rajouter ici en tant que méthode statique.
Et simplement pour la validation d'un email, eh bien on va vérifier s'il n'y a pas le symbole arrobase dans la chaîne de caractères qui est passée en paramètre, eh bien simplement on va jeter une erreur. Alors il est possible de déclencher manuellement une erreur en utilisant le mot-clé raise. On va déclencher une erreur de type value error et on va dire simplement que l'adresse email est invalide. Et on va pouvoir utiliser cette méthode statique dans notre classe au niveau du constructeur. Avant d'assigner l'attribut email, on va s'assurer que on a bien renseigné un email valide. On utilise la classe user et on vient chercher la méthode statique validate email. Et ici, en argument, on vient passer l'email qui a été passé en argument du constructeur. On va vérifier que ça fonctionne correctement. On se met tout en bas du script et on va créer un nouvel utilisateur. On va mettre test pour le nom d'utilisateur. Et au niveau de l'email, on va mettre un email sans le symbole arrobase et on devrait tomber sur une erreur. On exécute le script et on obtient bien notre erreur, email invalide. Donc ça fonctionne correctement. Alors pour éviter d'avoir des problèmes par la suite, on va venir commenter cette ligne et on va pouvoir poursuivre avec cette fois-ci les getters et les setters. Les getters et les setters sont des méthodes un peu particulières qui vont pouvoir être utilisées comme des attributs. Alors on va voir un exemple tout de suite. On va revenir dans notre classe et on va rajouter un nouvel attribut, phone number, pour le numéro de téléphone. Et au départ, on va le fixer à none. Donc par défaut, nos utilisateurs n'auront pas de numéro de téléphone. Et on va pouvoir rajouter un numéro de téléphone en utilisant un setter. Un setter, c'est une méthode. Alors on va définir une méthode, on va l'appeler phone. En premier paramètre, on va reprendre l'instance de la classe, et en deuxième paramètre, on va mettre la valeur que l'on souhaite assigner à notre numéro de téléphone. Et on va imaginer que la valeur passée sera de cette forme, un numéro de téléphone commençant par 06 ou 07. Sauf que ici, au niveau du setter, au lieu d'assigner directement la valeur à notre attribut phone number, on va effectuer un petit traitement. On va venir rajouter d'abord l'indicatif téléphonique de la France. Et ici, on va prendre la valeur et on va enlever le 0. Donc on va découper la chaîne de caractères à partir de l'index 1. Et comme ça, on va formater correctement notre numéro de téléphone pour l'assigner à l'attribut phone number. Et comme ça, on obtient notre setter. Alors maintenant, il faut définir un getter pour récupérer la valeur du numéro de téléphone. En paramètre, on passe toujours self. Et comme précédemment, au lieu de retourner directement la valeur du numéro de téléphone, donc de l'attribut phone number, à nouveau ici on va effectuer un petit traitement. Comme il s'agit d'une information sensible, on va d'abord rajouter des étoiles, et ensuite on va venir seulement afficher les 3 derniers chiffres du numéro de téléphone. Comme ça on protège cette information sensible. Et on a nos deux méthodes qui sont définies, le getter et le setter. Et pour quelle
se comporte véritablement en tant que tel, il va falloir rajouter des décorateurs. Pour le getter, on va venir rajouter le décorateur property, et comme ça on définit une propriété qui s'appelle phone. Et pour le setter, on va rajouter un décorateur. Maintenant qu'on a notre propriété phone, on peut l'utiliser. Et ici, on va spécifier qu'il s'agit d'un setter. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ces deux nouvelles méthodes, le setter et le getter. On va se remettre tout en bas du script. On va prendre notre utilisateur 5 et on va d'abord utiliser le setter. S'il s'agissait d'une méthode standard, il faudrait ouvrir les parenthèses et renseigner la valeur du numéro de téléphone comme ceci. Mais comme on a rajouté le décorateur, phone setter, eh bien en réalité, on peut utiliser une autre syntaxe qui va être la même que celle des attributs. Autrement dit, on peut utiliser le symbole égal et renseigner la valeur comme ceci. Et ça va fonctionner de la même manière pour le getter. S'il s'agissait d'une méthode standard, il faudrait appeler la méthode comme ceci. Mais comme on a rajouté le décorateur property, Python comprend qu'il s'agit d'un getter. Et donc dans ce cas, on peut déclencher cette méthode directement comme ceci et accéder à la valeur comme s'il s'agissait d'un attribut. On exécute le script et on obtient bien notre numéro de téléphone avec les étoiles. Alors notez bien la différence entre le getter phone et l'attribut phone number. On peut toujours accéder à l'attribut phone number. On exécute le script et ici on obtient bien le numéro complet tel qu'il a été assigné avec notre setter. On a rajouté le plus 33. Donc il faut bien distinguer l'attribut phone number qui est un attribut de l'instance de la classe, et ici, phone, qui est en réalité une méthode, un getter, qui va permettre d'effectuer un traitement sur l'attribut phone number pour l'afficher, ici en l'occurrence avec les étoiles, et ainsi protéger les informations. Même si on a la même syntaxe que pour les attributs, dans le cas du setter et du getter, ce sont bien des méthodes. Alors, on pourrait également rajouter un deleter. Comme on a notre propriété phone, on peut rajouter un décorateur deleter et on définit une nouvelle méthode phone. Ici, on va passer self et simplement, on va prendre notre attribut phone number et on va le remettre à none. Alors ici, il faudrait également modifier le getter. On va retourner le numéro de téléphone avec les étoiles seulement si il y a une valeur pour l'attribut phone number. Autrement, on va retourner none. Et donc maintenant, comme on a défini un deleter, on peut l'utiliser avec le mot-clé del. On vient déclencher notre deleter comme ceci. Et on va s'assurer que on a bien remis notre numéro de téléphone à none. On exécute le script et ça fonctionne. Autre concept important lorsque l'on fait de la programmation orientée objet, c'est le concept de modifieur de visibilité. Peut-être que vous connaissez déjà ce concept si vous l'avez utilisé dans d'autres langages de programmation. On en avait parlé d'ailleurs dans la série sur TypeScript. Et effectivement, en TypeScript, on a la possibilité d'utiliser des mots-clés public, private et protected pour
modifier la visibilité des attributs et des méthodes. En Python, on n'a pas véritablement accès à ce genre de mots-clés. Mais on va pouvoir utiliser des moyens alternatifs pour obtenir plus ou moins le même genre de résultat. Donc par défaut, dans une classe en Python, tous les attributs et toutes les méthodes sont publics. Ça veut dire que on peut les utiliser à l'intérieur de la classe et également à l'extérieur de la classe. Et si l'on souhaite créer un attribut privé, il est plus ou moins possible de le faire. Et pour ça, il suffit de rajouter 2 tirets du bas avant de nommer l'attribut. Par exemple, on va créer un attribut ID et il s'agira d'un attribut privé. On va rajouter un commentaire et pour générer l'identifiant, on va utiliser UUID dont on avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Et comme on a rajouté 2 tirets du bas au niveau du nom de notre attribut, on ne va pas pouvoir y accéder directement en dehors de la classe. Donc il va se comporter comme un attribut privé. Si on se remet tout en bas du script et que on essaye d'accéder à l'attribut ID, on tombe sur une erreur et Python nous dit qu'il n'y a pas d'attribut ID pour cet objet. Alors quel est l'intérêt des attributs privés? Eh bien l'intérêt c'est que on ne peut pas les utiliser à l'extérieur de la classe, mais par contre on peut tout à fait les utiliser à l'intérieur de la classe. Par exemple, on va rajouter une méthode getUserInfo, une méthode d'instance. Ici on passe le paramètre self et on va retourner une chaîne de caractères avec les informations. On va d'abord montrer l'identifiant, ensuite le nom d'utilisateur, l'email et le numéro de téléphone. Et comme dans ce cas-là, on est bien à l'intérieur de la classe, au sein de la méthode getUserInfo, on peut accéder à l'attribut privé ID. Maintenant, si on déclenche la méthode getUserInfo, on récupère bien notre identifiant ici. Alors notez au passage que si vraiment vous souhaitez accéder à l'attribut privé en dehors de la classe, il est possible quand même de le faire en utilisant cette syntaxe. On met un tiret du bas, ensuite le nom de la classe et ensuite le nom de l'attribut. Et on devrait, par ce biais, réussir à récupérer quand même la valeur de notre identifiant. Mais en tout cas, ce n'est pas l'usage. Le but véritablement des attributs privés, c'est qu'ils ne puissent pas être utilisés en dehors de la classe. Mais c'est juste un moyen comme ça, si jamais vous devez vraiment accéder à cet attribut privé en dehors de la classe. Et de la même manière, on va pouvoir faire la même chose avec les méthodes. On peut donc créer une méthode privée, et pour ça on utilise toujours les 2 tirets du bas. On va créer une méthode getID, et à nouveau on va effectuer un petit traitement. On va aller chercher notre attribut ID. On devrait récupérer un objet UUID. On va le convertir en une chaîne de caractères. Ensuite, on va venir découper cette chaîne de caractères au niveau des tirets. Et ensuite, on va joindre les éléments du tableau
dans une nouvelle chaîne de caractères et comme ça, on va récupérer l'identifiant sans les tirer. Dans ce cas, comme au niveau du nom de notre méthode, on a les deux tirés du bas, on a affaire à une méthode privée. Et donc, on ne peut pas l'utiliser en dehors de la classe. Si on essaye d'utiliser notre méthode getID, en dehors de la classe, on tombe sur une erreur. Et comme pour les attributs, l'intérêt, c'est que on va pouvoir utiliser uniquement cette méthode à l'intérieur de la classe. Par exemple, on pourrait l'utiliser ici au niveau de notre fonction getUserInfo. Au lieu d'utiliser l'attribut directement, on va utiliser la méthode. On va revenir en bas du script et on va venir copier cette ligne de code pour invoquer à nouveau la méthode getUserInfo. Et on voit que cette fois-ci, au niveau de l'identifiant, on obtient bien l'identifiant sans les tirer. Alors notez également au passage que, comme pour les attributs, si vous souhaitez véritablement accéder à la méthode en dehors de la classe, il est quand même possible de le faire, toujours en utilisant cette syntaxe, avec d'abord un tiré du bas, ensuite user, et ensuite on vient chercher le nom de notre méthode, et on devrait comme ça pouvoir détourner l'usage de la méthode privée et récupérer l'identifiant sans les tirer. Mais encore une fois, on n'est pas censé le faire. C'est vraiment un cas de force majeure, mais en réalité, le but des méthodes privées, c'est que elles ne doivent pas être accessibles en dehors de la classe. On poursuit notre exploration de la programmation orientée objet. Et maintenant, on va parler des méthodes magiques. Alors, comme notre classe user commence à être un peu remplie, on va venir créer une autre classe. Ça va permettre d'y voir plus clair, et surtout, comme ça, on va montrer un autre exemple. On va avoir une classe qui va permettre de créer des objets correspondant à des points dans le plan. On va définir une méthode init, et en paramètre, on va passer les coordonnées x et y. Et comme d'habitude, au sein de la méthode init, on vient assigner la valeur des attributs. Et pour ce qui est des méthodes magiques, on en connaît déjà au moins une, puisque la méthode init est elle-même une méthode magique. À quoi on voit qu'il s'agit d'une méthode magique? Eh bien simplement par son nom, puisque toutes les méthodes magiques commencent toujours par deux tirés du bas, ensuite le nom de la méthode, et ensuite à nouveau deux tirés du bas. Donc à chaque fois que vous voyez une méthode qui commence par deux tirés du bas, ensuite le nom, et ensuite à nouveau deux tirés du bas, c'est une méthode magique. Et il en existe un nombre très important. Si vous voulez voir la liste exhaustive, vous pouvez vous rendre dans la documentation officielle de Python, et ici vous pourrez retrouver toutes les méthodes magiques. Alors comme vous le voyez, il en existe beaucoup, donc on va pas toutes les passer en revue, mais on va en voir quelques-unes pour bien saisir à quoi ils correspondent. L'idée, c'est que les méthodes magiques vont permettre d'effectuer des opérations spécifiques. Par exemple, dans le cas de la méthode init, elle permet d'instancier des objets à partir de la classe. Et l'avantage qu'elles ont, c'est que on va pouvoir les utiliser avec une syntaxe raccourcie. Par exemple, en temps normal, lorsque on utilise une méthode, on l'utilise de cette manière avec le point, et ensuite on met le nom de la méthode, et ensuite on vient renseigner les coordonnées du point. Mais en réalité, comme il s'agit d'une méthode magique, eh bien on peut utiliser une autre syntaxe beaucoup plus courte. Dans le cas de la méthode init, on peut utiliser cette syntaxe pour créer un point. On le voit, on a une syntaxe beaucoup plus courte par rapport
à l'usage des méthodes traditionnelles, mais en définitive, grâce à cette syntaxe, ce que l'on fait en arrière-plan, c'est qu'on vient invoquer la méthode init avec les arguments. Alors on va montrer un autre exemple. On va utiliser pour voir la fonction globale print et on va essayer d'afficher notre objet. Si on exécute le script, voilà ce que l'on obtient. Python nous dit que on a un objet point et il nous précise sa localisation dans la mémoire. Donc c'est pas forcément très parlant en tant que développeur. Et ce que l'on pourrait faire, c'est utiliser la fonction magique représentation. Et cette fonction magique, elle va être associée directement à la fonction global print. Donc elle va être exécutée lorsque on va passer un objet de la classe point dans la fonction global print. Et ici, on va essayer de retourner quelque chose de plus parlant. Alors, on va utiliser une chaîne de caractères. On va reprendre le nom de notre classe. Et entre parenthèses, on va venir mettre les coordonnées. Si on exécute à nouveau le script, on voit que cette fois-ci, lorsque on invoque la fonction global print et que l'on passe un point à l'intérieur, eh bien, c'est la fonction représentation qui est déclenchée. Et voilà le résultat. On a quelque chose qui est beaucoup plus clair que ce que l'on avait précédemment avec la localisation de l'objet dans la mémoire. Alors on a une autre méthode magique très similaire à la méthode représentation et qui va être aussi en lien direct avec la fonction global print. Et ici, l'idée, c'est de retourner une représentation encore plus simple que celle qu'on avait retournée avec la fonction représentation. Donc ici, on va retourner quelque chose qui pourrait être compris par n'importe qui, et le meilleur moyen de représenter les points, pour que tout le monde comprenne, c'est simplement d'utiliser les coordonnées cartésiennes. On vient utiliser les parenthèses, et on reprend les coordonnées entre parenthèses. Si on exécute à nouveau le script, on voit que cette fois-ci, lorsque on utilise la fonction global print avec un objet point, c'est la fonction magique string qui est exécutée. Autrement dit, lorsque celle-ci n'est pas définie, c'est la fonction représentation qui est exécutée. Mais par contre, si on a défini également une fonction string, celle-ci a la primauté sur la fonction représentation, et donc c'est la fonction string dans ce cas qui va être utilisée au niveau de la fonction globale print. Alors notez que si on souhaite exécuter réellement la représentation, on peut le faire comme ceci, et on récupère bien une représentation de notre objet point avec le nom de la classe, et ensuite, entre parenthèses, les coordonnées. Et de la même manière, si on souhaite appeler explicitement la fonction string, on peut le faire comme ceci. Et là, on tombe bien sur nos coordonnées cartésiennes que tout le monde peut comprendre. On le voit, ces deux méthodes, elles sont très proches. Et en réalité, la différence, c'est que la première va être plutôt à destination des développeurs et la deuxième va être plutôt à destination des utilisateurs finaux. C'est la raison pour laquelle ici, on vient afficher les coordonnées cartésiennes, puisqu'on sait que n'importe quel utilisateur va comprendre qu'il s'agit d'un point avec des coordonnées. Par contre, ici, au niveau de la représentation, on a quelque chose d'un peu plus compliqué, plutôt fait pour les développeurs, et l'idée, c'est de fournir une représentation univoque qui permettra facilement aux développeurs de recréer des objets. Par exemple, on le voit, lorsque on utilise la fonction print et que on récupère la représentation, eh bien on pourrait tout à fait copier ce que l'on obtient dans le terminal pour recréer un nouveau point. Et c'est là la différence fondamentale entre ces deux méthodes magiques, mais en tout cas, retenez que elles sont liées à la fonction global print
Et même si, c'est un peu difficile au début de comprendre la différence entre les 2, c'est important de bien saisir puisque de toutes les méthodes magiques que l'on va utiliser dans la pratique, eh bien les 3 qui vont revenir le plus souvent, ce sont ces 3 méthodes. Alors ensuite, on va poursuivre avec des exemples plus simples et on va utiliser par exemple la méthode magique add qui va nous permettre d'ajouter des objets points. Alors ici, on va prendre en paramètre 2 objets points, self et other. Et ici, on va commencer d'abord par vérifier que notre deuxième point est bien une instance de la classe point, puisque, en définitive, on ne va pouvoir ajouter que des points entre eux. On ne pourrait pas, par exemple, ajouter un point avec une chaîne de caractères, et c'est la raison pour laquelle on utilise cette condition ici. Lorsque on est sûr que notre deuxième point fait bien partie de la classe point, eh bien simplement, on va retourner un nouvel objet point, et on va venir faire la somme des coordonnées de nos deux objets points. Et on va faire ça en X et en Y. Si par contre, notre deuxième objet n'est pas un point, on va retourner not implemented. Maintenant, on va pouvoir additionner des points 2 à 2. Alors bien sûr, on pourrait utiliser notre méthode magique directement comme ceci, comme n'importe quelle méthode, sur le point 1 et ici venir renseigner le point 2. Ça fonctionnerait. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage des fonctions magiques, c'est que elles permettent d'utiliser une syntaxe raccourcie. Et ici, vous vous en doutez, on va pouvoir utiliser à la place le signe plus. Et donc on va pouvoir ajouter des points directement en utilisant le signe plus. On exécute le script et on obtient bien un nouveau point dont les coordonnées sont la somme des coordonnées des deux autres points. Et de la même manière, on pourrait définir la méthode magique sub pour la soustraction. Et ici, on va faire presque la même chose, sauf que cette fois-ci, on va venir soustraire les coordonnées. Et maintenant, vous vous en doutez, on peut exécuter cette fonction en utilisant le symbole moins. Et on obtient bien un nouveau point dont les coordonnées correspondent à la soustraction des coordonnées des deux autres points. De la même manière, on pourrait définir une méthode qui correspond à la relation d'égalité. À nouveau, on prend deux points, self et other. Et ici, on va retourner un booléen. Alors d'abord, on va s'assurer que le deuxième point est bien une instance de la classe point. Et ensuite, on va venir comparer les coordonnées des deux points. Et on va faire ça en X et en Y. Et maintenant, vous vous en doutez, on va pouvoir comparer des points en utilisant l'opération de comparaison avec les deux signes égaux. On exécute le script et on obtient bien true puisque le point 1 et le point 2 ont les mêmes coordonnées. On pourrait également, par exemple, définir la méthode magique pour la valeur absolue. Alors, comme on a affaire à des points, ce que l'on pourrait faire, c'est retourner la distance du point par rapport à l'origine.
Et donc ici, on va venir utiliser le théorème de Pythagore. On va mettre la coordonnée x au carré. On va ajouter la coordonnée y au carré. Et on va récupérer la racine carrée de tout ça. Donc on va élever à la puissance 1/2. Et maintenant, eh bien, on peut utiliser la fonction globale valeur absolue sur un point. Et on récupère comme ça la distance du point par rapport à l'origine. Alors dans la foulée, on pourrait définir également une autre méthode magique pour une relation de comparaison, la relation plus petit que, less than en anglais. On prend 2 points, et ici simplement, on va retourner un booléen, et on va venir comparer la valeur absolue du premier point avec la valeur absolue du deuxième point. Et maintenant, on peut utiliser le signe plus petit que pour comparer 2 points. Alors on va venir créer un nouveau point. Et ici, on va venir comparer le point 1 avec le point 4. Et on obtient true. Ensuite, on pourrait par exemple définir une autre méthode magique, getItem. Et grâce à cette méthode, on va pouvoir utiliser la syntaxe d'indexation sur nos objets points. En premier paramètre, on prend le point, et en deuxième, on va avoir accès à l'index. Et ici, eh bien, on va venir regarder si l'index vaut 0, et si c'est le cas, on va retourner x. Ensuite, on va venir regarder si l'index vaut 1, et si c'est le cas, on va retourner y. Autrement, on va jeter une erreur, et on va dire index hors de portée, et on va préciser 0 pour x, 1 pour y. Maintenant, comme on a défini cette méthode magique, eh bien on peut utiliser les index sur nos objets points. On va venir chercher la coordonnée à l'index 0, et on obtient bien la valeur de x pour le point 4. Et enfin, dernier exemple pour les méthodes magiques, on pourrait définir la méthode magique pour les itérations, et comme ça on va pouvoir utiliser nos objets points dans des boucles. Alors ici, il va s'agir d'une fonction un peu particulière, une fonction génératrice, dans laquelle on utilise le mot-clé yield. Alors je sais qu'on n'a pas encore vu dans cette série les fonctions génératrices, on en reparlera sans doute dans une autre vidéo, mais sachez simplement pour l'instant que les fonctions génératrices permettent de retourner des générateurs, et on va pouvoir itérer sur ces objets. Donc simplement ici, on va venir utiliser yield, et on va faire ça sur x et y. Et donc simplement, comme ça, on va pouvoir utiliser les boucles sur nos objets points. Et ici, on va afficher les coordonnées. On exécute le script, et vous voyez que désormais, on peut utiliser les boucles sur les objets points. Pour conclure cette vidéo, on va reparler du contexte manager. C'est un concept que l'on avait déjà abordé dans la vidéo sur les fichiers. On avait vu à quel point il pouvait être utile lorsque on utilise des ressources
qui ont besoin d'être nettoyés de la mémoire une fois qu'on a fini de les utiliser. Alors on va revoir rapidement ce que l'on avait vu dans la vidéo sur les fichiers. On crée un fichier texte avec du contenu à l'intérieur, et on va d'abord voir la manière de faire sans le contexte manager. Pour ça, on utilise la fonction open, on vient ouvrir notre fichier, ensuite on vient lire le contenu du fichier, on va venir l'afficher, et on se rappelle que dès lors qu'on utilise un fichier, il est important de venir fermer ce fichier avec la méthode close, et comme ça on vient nettoyer l'espace qui avait été pris dans la mémoire par le fichier. Et on avait vu que on pouvait faire ça plus simplement en utilisant le context manager. Donc à chaque fois qu'on utilise un context manager, il faut utiliser le mot-clé with, et on vient l'utiliser avec la fonction open. Ici, on peut donner un alias pour notre fichier, et on va faire comme précédemment, c'est-à-dire afficher le contenu de notre fichier. Et l'avantage avec le context manager lorsqu'il est utilisé avec la fonction open, c'est que en arrière-plan, Python va venir fermer le fichier et exécuter pour nous la méthode close, et ainsi nettoyer l'espace qui avait été pris par le fichier dans la mémoire. Donc on n'a pas besoin de déclencher manuellement la méthode close. On le voit, les context managers sont intéressants lorsque on va vouloir effectuer certaines actions avant ou bien après l'exécution d'un bloc de code. Ici, en l'occurrence, dans l'exemple des fichiers, on a un bloc de code ici, on vient lire le fichier, et une fois que ce bloc de code est exécuté, il y a bien une action qui est exécutée, à savoir la fermeture du fichier. Eh bien, on va pouvoir créer nous-mêmes nos propres context managers pour imiter ce genre de comportement. Alors un bon exemple, ça pourrait être de créer un context manager pour avoir des timers. Pour ça, on crée une classe, et ici, on va venir implémenter des méthodes magiques qui vont nous permettre d'utiliser la syntaxe des context managers. On a une première méthode enter, et avec cette méthode enter, eh bien, on va pouvoir effectuer une action avant d'exécuter le bloc de code qui se trouve à l'intérieur du context manager. Alors dans le cas du timer, simplement, on va définir un attribut start, et ici on va créer un marqueur de temps. On va venir importer le module time, dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur les dates, et comme ça on crée un premier marqueur de temps à partir du moment où on rentre dans le context manager. Et il va falloir définir également au moins une autre méthode, c'est la méthode exit. Alors pour cette méthode, on a besoin de plusieurs paramètres. En réalité, on ne va pas utiliser les autres paramètres, mais on est obligé de les renseigner, autrement on va avoir une erreur. Et toujours est-il que cette méthode magique exit, elle va être exécutée après l'exécution du bloc de code qui se trouve à l'intérieur du context manager. Dans notre exemple de timer, on va simplement définir un deuxième marqueur de temps, et on va afficher le temps qui s'est écoulé. Et ici, on va venir faire la différence entre les deux marqueurs de temps.
Et donc maintenant, on peut utiliser la syntaxe du context manager avec timer, puisque on est venu implémenter les deux méthodes magiques qui nous permettent d'utiliser cette syntaxe. Alors ici, lorsque on utilise la méthode enter, il faut bien retourner self, l'instance de la classe, et comme ça nous permettrait d'utiliser le timer en tant qu'alias dans le bloc de code à l'intérieur du context manager. Alors dans ce cas, il va falloir trouver une opération coûteuse. Alors on va venir faire une somme et on va venir additionner des nombres en utilisant une compréhension de liste. On va venir itérer, on va mettre les nombres au carré dans une rangée de nombres qui va jusqu'à 1 million. Autrement dit, ce qui va se passer ici, c'est que dès lors qu'on va rentrer dans le context manager, on va créer un premier marqueur de temps. Ensuite, on va exécuter ce bloc de code. Et ensuite, une fois que ce bloc de code est exécuté, la méthode exit va être exécutée et on va récupérer comme ça le temps qu'il aura fallu pour effectuer la somme. On lance le script et c'est bien ce qui se passe, on récupère notre message avec le temps qu'il a fallu pour calculer la somme. Alors notez au passage que on pourrait également créer des contextes managers en utilisant un autre moyen. On a un module context lib et on peut importer un décorateur. On va venir créer une fonction et on va essayer de reproduire exactement la même fonctionnalité qu'avec notre classe, mais en utilisant une fonction. On va venir décorer la fonction avec le décorateur context manager. Et ici, dans un premier temps, on va créer un premier marqueur. Ensuite, on va utiliser un bloc try. Il va s'agir d'une fonction génératrice. On va utiliser le mot-clé yield. Alors dans ce cas, comme on a décoré notre fonction, le mot-clé yield ici va permettre d'exécuter le bloc de code qui se trouve à l'intérieur du context manager. Et une fois que le bloc de code est exécuté, on a un bloc finally, et ici on va pouvoir faire exactement la même chose que ce que l'on faisait dans notre méthode magique exit. On crée le deuxième marqueur de temps, on vient afficher le temps écoulé. Et ça devrait fonctionner exactement de la même manière, sauf que cette fois-ci, on a affaire à une fonction. On exécute le script, et on voit que, effectivement, une fois que la somme est calculée, on a bien le temps écoulé qui s'affiche. Voilà, tout ça pour dire que on peut créer soi-même ses propres context managers, soit en utilisant le décorateur context manager, ou bien en créant une classe et en implémentant au minima les deux méthodes magiques enter et exit. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la programmation orientée objet. Alors j'espère que ça vous aura permis de faire un petit tour d'horizon de tous les concepts importants de ce paradigme. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.